Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Vous êtes en train d'éplucher des pommes pour faire un crumble, ou vous êtes en train de fumer une clope sur un balcon, ou peut-être que vous êtes à la salle de sport. Regardez la personne à côté de vous, celle que vous voyez de l'autre côté de la rue, par la fenêtre, sur le tapis de course à votre gauche. Quelles sont les histoires qui ont creusé les cernes sous ses yeux, provoqué son premier cheveu blanc, qu'elle a arraché inquiète devant le miroir ? Dans Transfert, ce sont les histoires que l'on va chercher. Elles sont toujours vraies. Je m'appelle Charlotte Pudlewski et aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Delphine. Il y a bien longtemps, une femme, une inconnue, lui a révélé une facette d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Sarah Lou Lepers est allée la rencontrer. Donc en fait, c'est une histoire qui s'est passée quand j'avais 30 ans. Je travaillais, tout marchait super bien et un jour j'avais une mission, je me rappelle plus très bien du boulot que c'était. Je travaille dans la communication et j'avais un projet à aller mener en province, dans le sud-ouest. Donc je prends le train, je fais mes interviews ou ma présentation et puis je rentre à Paris et j'arrive par la gare d'Austerlitz. Un soir, tard, j'étais fatiguée. Et là, je prends un taxi. Et ça a été hyper sympa, tout le voyage. Donc, c'était de la gare d'Austerlitz jusqu'à Saint-Ouen, où on habitait à l'époque. Et c'était assez embouteillé, donc assez long. Et la femme taxi était hyper chaleureuse. Alors, je me rappelle d'une chose, c'est qu'elle m'a un peu flattée en me disant vous avez quel âge ? Vous avez des enfants, etc. Oh, vous les faites pas, c'est incroyable. Comme vous n'avez pas du tout l'air d'avoir 30 ans, c'est génial. Et alors, j'attendais mon deuxième enfant à l'époque. Ah, enfin, vraiment, elle était... bon, moi, j'étais fatiguée. J'ai vraiment le souvenir qu'elle a réussi à me mettre dans une espèce de bain de langage où je me suis complètement relâchée. Et puis, je sais pas, narcissiquement, elle me boostait, quoi. Voilà. Et on arrive dans ma rue des Graviers, et l'éclairage public était très faible. Je me demande même s'il n'était pas cassé ce jour-là. Donc, une rue très sombre. Je lui signale que je veux payer en carte bleue. Et elle me dit « Oh, mais c'est idiot, ils m'ont changé mon terminal de carte. Et le câble est trop court, je ne peux pas vous le passer. Mais passez-moi votre carte, je vais la mettre. » Donc, elle met la carte et elle me dit « Et donc, le code, c'est quoi ?» Et là, mes trucs, mais vraiment incroyables, j'ai donné mon code. C'est-à-dire qu'elle m'avait tellement empapahuté, tellement mis dans cette confiance. Je pense que j'ai eu un quart de seconde de « Non, là, il faut pas. » Et puis, j'y étais. Je sais pas, j'étais devant chez moi, j'allais partir, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle pouvait pas... Voilà, j'allais récupérer ma carte, donc il n'y avait pas d'histoire. Donc elle fait mon code, le truc marche, elle me rend ma carte, je rentre chez moi, bon, la soirée se passe, etc. Un jour, 2 jours. Et puis, voilà, le surlendemain, je vais au distributeur, au DAB, et je veux tirer de l'argent. Et il me dit non, code faux, ça ne marche pas, etc. Bon, je reprends ma carte, assez énervée. Je veux rentrer dans l'agence, parce que c'était mon agence en l'occurrence, pour leur dire oh, c'est vraiment n'importe quoi votre fonctionnement. Et là, je regarde et c'était un nom. J'avais la carte de quelqu'un d'autre. C'était une indienne, genre Madame Ravi Shankar, voilà. Bon, qui était la même genre de carte. Je sais pas si c'était la même banque. En fait, c'était une carte. J'avais pas une carte Gold, j'avais une carte normale, quoi, une carte bleue, une Visa. Et ah merde.
Et alors, encore plus incroyable, à ce moment-là, je ne pense pas du tout à elle. Je me refais le film de ma journée, des journées précédentes. Je me dis, alors, je l'ai forcément perdu. Il y a eu un échange à un moment et je réalise que j'ai déjeuné au wagon-restaurant du train. Je me dis, c'est sûr, c'est à la SNCF, quand au wagon-restaurant, on donne sa carte à un monsieur qui va faire un peu ses petites manips au bout du wagon et qui vous la ramène. Ben c'est forcément à ce moment-là qu'on m'a échangé ma carte. Donc, c'est incroyable comme il y avait quelque chose dans mon cerveau qui ne voulait pas voir, mais l'évidence, quoi, qui n'avait pas voulu voir le risque, qui avait fait... J'étais foncée dans le mur. Et une fois que vraiment le risque était avéré, eh ben, je continuais à me dire, ben non, alors c'est cet abruti de type de la SNCF qui m'a échangé ma carte. Bon, j'appelle la SNCF qui me dit non, pas du tout. Je fais opposition et là, je me rends compte qu'effectivement, mon compte a été largement débité. Cette nuit-là, la nuit suivant mon retour, la personne a été dans 2 distributeurs et elle a tiré le maximum qu'elle pouvait tirer. Bon. Le truc reste comme un mystère pendant plusieurs mois. Je fais toujours pas les connexions. Et un jour, je reçois un courrier de la police me disant « Nous vous demandons de vous présenter au commissariat 14e, je crois, commissariat du 14e, dans le cadre d'une enquête préliminaire, blablabla. » Bon, j'y vais. Je vois un jeune inspecteur qui me dit « Voilà, je fais une enquête sur des faux taxis. Est-ce que vous avez été victime de faux taxis ?» Oh ben non, pas du tout. J'ai toujours pas réalisé. C'est curieux parce qu'on a trouvé votre carte bleue dans un trafic qui était lié à des histoires de taxi. Et là, le film se fait dans la tête. Je me dis, oh mais putain, mais c'est bien sûr. Tout me revient. Et là, bon, donc je lui raconte l'histoire. Je lui dis, d'accord, ok, j'ai tout reconnecté. Effectivement, j'ai été prise en charge par une femme taxi. Elle m'a demandé mon code. Alors là, j'avais vraiment honte de le dire à quelqu'un. Je lui ai donné. Elle m'a donc effectivement vidé mon compte. C'était chiant c'était grave parce que j'ai eu vraiment des ennuis avec la Société Générale à l'époque qui m'avait interdit bancaire. Enfin, c'était très désagréable. Et parce qu'elle m'avait vraiment vidé. Et c'est donc, bon voilà, cette histoire, c'est bien cohérent que vous ayez trouvé ma carte dans ce trafic. Alors, il me dit, je vais vous montrer des visages, je vais vous montrer parce qu'en fait, il avait des suspects à me montrer. Il me montre des planches avec des dizaines de personnes et il y en a une, j'ai vraiment un doute et puis je lui dis, oui, ça pourrait être cette personne, mais vous savez, finalement, je l'ai surtout entendue. Elle m'a mis dans ce bain de verbes, de langage, de bienveillance. Elle m'a endormie comme ça et peut-être que c'est plutôt sa voix. Elle avait un peu une voix de Titi parisien. Et il me dit, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire la fausse policière. On va se mettre dans un open space. Je vais la convoquer. Je vais la faire parler. Vous allez faire comme si vous étiez policière avec une machine à écrire en faisant semblant donc de taper un rapport. Alors c'était marrant parce qu'en plus j'étais enceinte. C'était en été, c'était en juillet et j'ai accouché tout début octobre, donc j'étais déjà bien enceinte. Et donc c'était assez improbable ce côté faire la fausse flic avec mon gros ventre. Donc c'était un commissariat un peu comme ça, bâtiment des années 50, un peu moche quoi, enfin utile et pratique, mais une grande open space, une grande salle avec des bureaux. Derrière chaque bureau, un flic. Devant chaque bureau, quelqu'un qui vient faire une déposition ou qui est interrogé, etc. Donc, c'était des inspecteurs et des grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Donc, il me met dans un coin un peu à l'écart, un peu plus loin du groupe. Et il se met, lui, dans le bureau le plus proche. Il me donne une machine à écrire. C'était l'époque où il n'y avait pas vraiment encore Enfin, on avait les débuts des petits ordinateurs Canon, là, des petites machines à écrire un peu
un peu automatisé. Et il me propose de faire semblant de taper à la machine et de mobiliser mes oreilles pour ne pas regarder. Il fallait pas que je les regarde parce qu'elle aurait trouvé ça bizarre. Un inspecteur enceinte qui posait, qui les regarde. Donc, il fallait que je reste, pas leur tourner le dos, mais que je reste de profil sans les regarder. Et par contre, que vraiment je mobilise mes oreilles pour essayer de saisir le ton de cette voix et cet univers. Donc, il l'a fait parler en lui disant relativement la vérité. C'est-à-dire que il y avait un réseau de faux taxis, il y avait une suspicion à son égard, et elle partait, mais comment, qu'est-ce que c'est, comment vous n'avez pas de preuves, etc., etc. Et donc, il l'emmerdait sur, oui, mais qu'est-ce que vous faisiez tel jour à telle heure, est-ce que vous pouvez me montrer vos papiers, et pourquoi ce papier n'est pas en règle, enfin voilà, il tournait autour du pot pour l'amener à parler le plus possible. C'était vraiment l'idée de l'amener à parler et pour que je vois si je reconnaissais de manière sûre les intonations. Comme dans... c'est dans Don Juan, dans l'opéra Don Juan. Don Juan, il a abusé de Donna Anna, mais c'était la nuit. Elle ne l'a pas vraiment vu. Et elle le revoit à un moment dans des circonstances complètement mondaines, etc., elle est avec son futur mari, son fiancé. Ils se parlent et il dit à un moment Arrivederci, à demain, comme ça. Et tout d'un coup, c'est absolument génial ce moment de l'opéra. La musique qui était très légère devient dramatique et Donna Anna presque s'évanouit en disant à son amoureux, dont j'ai oublié le nom, tout d'un coup, j'ai reconnu mon agresseur. Voilà. Il y avait des fois, la voix peut être cette intonation. Et voilà. On a essayé avec le flic de faire... on va retrouver l'intonation, Moi, je crois que c'était naïf parce que c'était beaucoup plus... C'était pas seulement une voix, c'était la nuit, c'était la fin de la journée, la fatigue après une journée de train, la bulle que représente le taxi. On était en hiver à l'époque, il faisait chaud dans ce taxi. Voilà, les lumières de la ville. Et effectivement, la voix faisait partie. Mais... cette même voix, peut-être que c'était cette même voix, dans un échange qui était un échange devenu agressif, où elle était paranoïaque, agressée, défensive, dans un open space. Donc exactement le contraire de la niche, de la petite tanière que représente un taxi. Et en plein jour, alors qu'il faisait chaud, tous les paramètres étaient transformés. Donc voilà, j'ai pas pu dire je suis sûre, c'est elle. J'étais pas été dans la situation de Donna Anna avec Don Juan qui dit... c'est lui qui m'a agressée. Je pense que j'ai été vraiment au bord d'être sûre et je l'avais presque reconnue visuellement, je l'avais presque reconnue auditivement. Je ne saurais jamais si c'était elle. Mais il y avait aussi quelque chose en moi qui disait, de toute façon, c'était tellement génial, son coup, c'était tellement osé et c'était tellement fin psychologiquement. Je ne veux pas dire que je suis très difficile à entourlouper, mais je suis quelqu'un de très rationnel, de très efficace. Donc c'était tellement, je ne suis pas du tout naïve. C'est incroyable d'avoir obtenu mon numéro de code. C'est que quelque part, il y avait quelque chose en moi qui disait les grands arnaqueurs, c'est des artistes. Hein. Voilà, au fond, je pense que cette femme, c'est quand même une artiste de la relation. Donc ça, c'est trop beau, quoi. Et j'étais son œuvre d'art. C'est pas mal. Oui, alors, bon, je l'ai payé un peu cher. Je ne lui en veux pas parce que... cette arnaque reposait sur un talent émotionnel que je reconnais. C'est-à-dire qu'elle m'a emmenée dans un endroit de moi que je ne connaissais absolument pas. Un petit sourire sur ma vieille, voilà, t'es moins forte que tu crois. Tout ça, je lui en étais un peu reconnaissante finalement. Et aujourd'hui, qui a sans doute totalement prescription,
si elle entendait ce podcast, j'aimerais bien qu'elle me contacte. Parce que, voilà, je pourrais la féliciter et puis elle pourrait me raconter la suite. Merci à Sarah Lou Lepers qui a interviewé Delphine, à Charles Trahan pour la réalisation, à David Stank qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter d'autres épisodes, comment vous faites ? C'est très simple, vous venez sur notre site slate.fr/podcast ou sur iTunes, vous tapez « Transfert ». Et sur le site de notre partenaire, Audible, pareil. Le mieux, ceci dit, c'est quand même que vous téléchargiez une application sur votre téléphone. Vous pouvez aussi venir voir notre page Facebook Slate France Podcast. On mettra nos épisodes et on vous fera une sélection de tout ce qu'on aime écouter chez les autres. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, surtout écrivez-nous, podcast@slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.